illustre société où j'ai déjà appris beaucoup de choses et je compte bien que ça continue. Je voudrais juste me situer dans la problématique qui a été abordée jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que vous avez beaucoup parlé de transition et du versant pédiatrique. Moi, je m'occupe des jeunes adultes qui sont arrivés dans une structure d'adultes et dans une problématique qui a été pensée, je ne vous dirai pas mon âge, mais il y a plus de 30 ans, à vrai dire, par Jean Cachaner, qui était cardiopédiatre et qui voyait les cardiopathies congénitales vieillir et une proportion de cette population qui ne serait plus en capacité d'être suivie dans un service de cardiologie. Et donc, moi, j'ai été formée en cardiologie pédiatrique à Necker, j'étais chef de clinique, puis chef de clinique chez les adultes, puis je suis allée à l'HEGP, et je n'ai rien d'exceptionnel, parce que au fur et à mesure, j'ai recruté que des gens qui avaient été dans les deux services en même temps, c'est-à-dire qui avaient été soit internes, soit chefs en cardiologie pédiatrique. Alors c'est vrai, c'est une préoccupation très parisienne dans la mesure où nos hôpitaux sont distants, pas si distants ça, Necker et HEGP, mais quand même, puisque voilà, ça va être des choses sur lesquelles tout va être différent. Prendre en charge un adulte, ça veut dire avoir les moyens de prendre en charge une cardiopathie complexe, à la fois de la consultation, c'est vrai, le problème le plus simple, on peut toujours déporter une consultation à sa prise en charge de troubles du rythme grave, d'insuffisance cardiaque, jusqu'à la transplantation et l'assistance cardiaque, qui nécessite des moyens techniques qui ne sont pas toujours adaptés dans des hôpitaux pédiatriques. Donc, je vais passer sur ce qui a déjà été évoqué, mais juste, c'était pour vous dire que les cardiopathies congénitales, c'est un développement précoce du cœur. Je ne sais pas si ça va marcher. Et que le cœur, c'est un organe complexe qui va être le premier organe asymétrique. Ça ne marche pas? Oui, bah, c'est très variable. Hein. Il y a des fois où ça marche, il y a des fois où ça ne marche pas. Ça marche pas. C'est pas très grave. Et donc cet organe asymétrique, dans les premiers jours de vie, va faire un tube, va se couder, on va avoir un pôle d'entrée, un pôle de sortie qui va être un pôle artériel, et le développement interrompu de ce développement cardiaque va donner une myriade de malformations cardiaques. Et ce qui, jusqu'à maintenant, a été évoqué comme des cardiopathies, enfin des malformations rares, et j'allais dire monothématique, peut-être pas pour le cas du professeur Crétol, parce que c'est varié, mais pour les nôtres, ça va être une centaine de maladies complexes. Et il y a des maladies simples et il y a des maladies complexes, mais en tout cas, ça ne va pas être toujours la même pathologie. Et donc, ce qu'on va adresser... Ah, il ne va pas sortir de là. Là, voilà. Bon, bref, c'était pour vous montrer que voilà, le cœur, c'est au début ça. J'aurais pas dû mettre cette vidéo. Et donc, on passe d'un tube à... merci, on va passer, on va aller là. Voilà. On passe d'un tube à 4 cavités, des vaisseaux séparés et des pôles d'entrée séparés. On va passer sur ça là, sinon elle va bugger. Non, il faut passer. Ouais, c'est là. C'est là. Voilà, c'est bon. Merci. Excusez-moi. Pardon. Non ? Oui. Et donc, vous pouvez comprendre que ça va être des cardiopathies très variées, que par exemple l'information qu'on va délivrer à des patients, même si on suit ces cardiopathies congénitales, eh bien ça doit être adapté à chaque cardiopathie et leurs complications à l'âge adulte vont être différentes. Alors je vous ai pris comme exemple la jeune femme que j'ai vue en consultation hier matin, une des jeunes femmes que j'ai vues en consultation hier à Necker, 19 ans, adressée par la cardiopédiatre. Elle a une tétralogie de Fallot. Une tétralogie de Fallot, c'est quoi? C'est un trou dans le cœur et un obstacle sur la voie droite. Quand je lui ai demandé hier qu'est-ce qu'elle savait de sa cardiopathie, alors qu'elle a été suivie et que peut-être elle a eu une séance d'éducation thérapeutique en cardiologie pédiatrique, mais je n'en suis pas sûre, elle m'a dit ça circulait mal dans mon cœur. Je lui ai dit oui, c'est pas faux. Et donc, finalement, je lui ai proposé de venir la prochaine fois à l'HEGP dans une sorte de journée qui serait dédiée et qui ne serait pas concentrée sur sa malformation elle-même, mais sur tout ce qui est autour et sa vie de jeune adulte. Et donc, cette cardiopathie, elle est réparée depuis plus de 50 ans. Elle a transformé le pronostic des patients. Cette chirurgie a transformé le pronostic des patients qui maintenant vivent à l'âge adulte. On a des patients de 60 ans, 70 ans dans mon unité avec cette cardiopathie et en même temps des gens de 18 à 20 ans. Et cette chirurgie cardiaque qui a fait des progrès entre les années 50, où on a commencé à faire de la chirurgie à cœur ouvert,
jusqu'aux années actuelles où on fait du cathétérisme interventionnel, vous voyez que c'est compliqué parce que les cardiopathies sont compliquées, les chirurgies portent le nom des inventeurs, et tout ça, ça fait que c'est pas très lisible pour des jeunes gens qui parfois n'ont pas trop cherché à savoir ce qu'ils avaient et que leurs parents ont un peu mis sous le tapis en se disant que c'était à eux qu'il fallait s'adresser et que c'était eux qui avaient fait les choix quand ils étaient enfants. Donc, comment on classifie ces cardiopathies? En modérée, sévérité moyenne et sévère. Par exemple, Sarah, dont je vous ai parlé, elle se situe dans la sévérité moyenne. Quel genre de rareté? Eh bien, j'ai demandé à ChatGPT, c'est la seule diapositive à qui j'ai demandé à ChatGPT, si j'ai eu l'incidence d'une cardiopathie à l'âge adulte qui est de l'ordre de 3 pour 1000, combien je connais de gens avec cette cardiopathie? Alors 3 pour 1000, c'est toutes les cardiopathies confondues, mais 10% d'entre elles sont des cardiopathies rares. Ça dépend du nombre de personnes que vous connaissez. Si vous êtes un peu restreint et vous ne connaissez pas grand monde dans votre vie, globalement, vous ne connaisserez personne avec cette maladie, mais si vous avez un réseau un peu large, vous en connaîtrez une à deux, et c'est effectivement ce que je vois dans ma vie de tous les jours. C'est toujours une infirmière que je connais depuis 10 ans qui me dit « j'ai été opérée d'un canal artériel ». Et donc, cette définition de la transition, c'est ça qu'on va avoir à avoir faire, mais Yves vous a déjà dit ce que c'est que le processus, ce que c'est que l'objectif, les 10-12 ans, le passage à 16-18 ans qui peut être variable dans un service d'adulte, tout ça c'est un chemin, et ça on l'a bien dit aujourd'hui. Et cette transition à l'âge adulte, eh bien, elle va comporter un parcours du combattant. Et je dois avouer que parmi ma pratique de tous les jours, ce qui est quand même fascinant, c'est la façon dont les gens se débrouillent avec tellement de difficultés, parce que c'est des gens incroyables qui ont vécu des expériences incroyables de l'histoire de la chirurgie cardiaque et qui vont traverser tout un tas de choses. Et cette diapositive de l'ESC vous montre ce que ça va être du parcours d'enfant à l'âge adulte, le problème de la récurrence des cardiopathies congénitales. On va, à mon avis, beaucoup investir dans les prochaines années sur les découvertes génétiques, la gestion des urgences, dont je vous ai dit que ça ne pouvait pas se faire en dehors d'un service de cardiologie d'adultes, les traitements médicaux de l'insuffisance cardiaque qui ont fait des progrès énormes pour les adultes non congénitaux et auxquels on applique ça pour certains malades congénitaux et pas pour d'autres, l'implantation des défibrillateurs, le vieillissement, on en a parlé, et j'avoue qu'en tant que congénitaliste, il m'arrive souvent que mes collègues à qui j'ai demandé un scanner me disent « Mais Laurence, là, il a fait un infarctus ». Et en fait, je suis tellement focalisée sur la cardiopathie congénitale que j'oublie qu'il peut y avoir aussi des cardiopathies acquises et que c'est parfois la règle après 60 ans. Je ne vous parlerai pas de l'incidence du diabète et de l'obésité qui est très importante chez ces patients. Donc on va avoir à gérer tout ça et on va avoir un nouveau chemin à proposer à ces jeunes adultes. On sait que cette cohorte est en grosse croissance, parce que vous voyez qu'entre 2000 et 2010, eh bien, le nombre de patients avait augmenté de 24%, et que cette transition, elle a été formalisée, et les recommandations ont été édictées par Philippe Moons, qui est un infirmier, qui a fait une thèse de sciences et qui a investi dans ce qui est la qualité de vie, le suivi, les ados, et qui a produit une littérature scientifique très importante, et qui montre qu'on en est encore loin. On est loin de savoir, pour les pédiatres, s'adresser au patient en lui disant qu'il va être adulte et quels seront les challenges, et d'avoir organisé la transition, voire le transfert. En Belgique, comme tout à l'heure Yves vous l'a dit, on s'aperçoit que les gens ne connaissent pas leur cardiopathie. J'avais une mauvaise circulation, comme j'aurais des varices, enfin un truc un peu, voilà. Et qu'à l'adolescence, tous les challenges sont compliqués. On le sait pour ceux qui ont des enfants qui n'ont pas de maladie congénitale, et encore plus quand on a une maladie congénitale, anticiper, se libérer, acquérir des valeurs et devenir socialement responsable. Tout ça, c'est un gros challenge qui est compliqué par la maladie chronique. Alors, il y a eu plusieurs essais, ce que tu n'as pas forcément dit. Il y a eu par exemple, effectivement, je le sais, à Montpellier, des gens qu'on a mis un week-end dans une espèce de truc en groupe. Ils n'ont pas du tout aimé, parce qu'ils ont dit, mais on nous a bourré la tête avec des informations, c'est pas ça dont on avait envie. Donc on sait que bourrer la tête à des ados à qui on annonce peut-être des catastrophes, l'endocardite, l'infection de la valve, c'est la même chose, la rupture des anticoagulants, etc. Annoncer la catastrophe à des ados, c'est difficile. Et donc, il va falloir les annoncer ce qui va être à gérer progressivement. Et moi, je leur dis, par exemple, en vrai, la seule chose que vous ne pouvez pas faire, finalement, ça va être de ne pas vous faire suivre. Parce que ça va vous mettre à risque. Vous allez arriver aux urgences, personne ne comprend votre cardiopathie.
nous, on est là, et c'est souvent ça que je dis, parce qu'on sait qu'on va avoir une rupture de suivi, on sait que c'est d'ordre de 50% pour les cohortes canadiennes, on leur dit, voilà, vous savez qu'on est là. Vous savez qu'on a un recours et on a un numéro de téléphone, un mail des infirmières de coordination. Et on sait qu'il y a un moment où vous n'aurez pas envie, mais vous savez que nous, on est la personne ressource, enfin nous, notre infirmière d'éducation thérapeutique, parce que si vous avez un souci, et ce n'est pas seulement les soucis cardiologiques, c'est par exemple la pancréatite chez une malade qui est très très bleue, qui va opérer ce malade? Personne ne veut. Mais par contre, on va le garder dans un lit, dans un hôpital où personne n'a été contacté. Donc tout ça, on est une balise, et spécifiquement nos infirmiers de coordination qui sont le relais avec la ville. Et donc cette transition, on sait que c'est une période difficile, on en a déjà parlé et je vais passer là-dessus. On sait que beaucoup de gens ont une discontinuité du suivi, et ces objectifs, on les connaît, et chacun fait comme il peut, à vrai dire. Chacun fait comme il peut en fonction des structures qui existent, c'est-à-dire, est-ce que c'est le même hôpital, est-ce que ça ne l'est pas? Vous voyez que dans ce papier, on décrit comment on fait. Alors, nous, on est passé d'un modèle à un autre, j'allais dire. Par exemple, celui-là, c'est le modèle que je fais en allant à Necker et en voyant les malades avec le cardiopédiatre et en disant, si vous êtes OK, la prochaine fois, ce sera à la HEGP. Et puis là, on est en train de développer celui-là, c'est-à-dire que la première fois, ce ne sera pas trop médical, mais c'est un peu la rentrée de l'école avec le cartable. On vous montre comment c'est, on vous montre quelles sont vos balises, voilà, vous vous appropriez le système. À quel âge? On en a déjà parlé, l'âge optimal. Voilà, Sarah, 19 ans, elle n'avait pas trop entendu parler de sa cardiopathie. Je l'ai vue avec sa mère, en lui disant que la prochaine fois, elle viendrait avec sa mère, mais que sa mère, elle ne resterait pas. Elle verrait peut-être les parents qui sont là avec les autres, mais ce ne serait pas pour toute la journée. Et ils étaient contents. C'est effectivement une consultation qui prend bien 3/4 d'heure entre l'étude du dossier, on pose le truc et on sait qu'on en a pour 20 minutes de dépiotage. Ensuite, on en a pour 10 minutes d'explication de savoir pourquoi vous ne pouvez pas de suivi ici, parce que si vous avez l'appendicite, vous ne pourrez plus aller à Necker, parce que les clowns au plafond, c'est plus fait pour vous, etc., etc. Et puis, de glisser 2-3 mots déjà en pédiatrie il va y avoir le problème de la contraception et il va y avoir le problème de la grossesse. Pas le problème, mais le projet de grossesse. Alors, comment on fait? On a des infirmières de coordination qui sont vraiment nos relais téléphoniques, nos relais de relance vis-à-vis des patients, bien sûr, des psychologues, des assistantes sociales, des gynécologues, des diététiciens, une conseillère en génétique qui est là aujourd'hui, qui vont nous aider, et puis des réseaux privilégiés, et c'est ça que je pense qui est aussi très important et qui sécurise vos patients pour les pédiatres qui sont là, c'est-à-dire on a à l'intérieur du service de l'hôpital Pompidou dédié, un rhumatologue dédié qui va toujours les pathologies rhumatologiques de nos patients, un chirurgien dédié qui va opérer les malades digestifs s'il y a besoin, etc., etc., un néphrologue dédié qui nous connaissent et qui commencent à développer des expertises. Ça, c'est l'apanage de la vieillesse. Ça fait 20 ans que je suis à la HEGP et au moins, j'ai pu avoir des correspondants qui savent de quoi je parle. Je dois vous avouer que quand je les appelle, ça les stresse, parce que des fois, ils se disent que qu'est-ce qu'elle va encore me proposer. Pourquoi c'est compliqué tout ça? On l'a déjà dit, et j'insiste là-dessus parce que si c'est pas fait, si le transfert n'a pas été fait, c'est pas une accusation, c'est que ça n'a pas été pensé en amont. C'est-à-dire qu'on n'a pas formé des gens qui partaient du départ et qui allaient partir ailleurs pour faire des adultes. Et donc, c'est pas que j'ai une récrimination. Cachaner l'a pensé comme ça. Il a pris des gens qui étaient en pédiatrie et il les a envoyés dans les services d'adultes. Et ces services de pédiatrie sont centrés sur la famille. Ils ont un lien affectif avec le patient. Cachaner, on peut aussi dire ça. Il disait c'est mon fiancé ou c'est mon fils. Non, leur patient, c'est pas leur fiancé ou leur fils. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir changer comme relation vis-à-vis du patient qui va aller dans un service d'adulte. Ça va être centré sur le patient, moins sa famille, mais on s'en sert. Et puis les autres défis, c'est les coordinations, mais je vous en ai parlé, on a beaucoup travaillé là-dessus. Notre expérience, c'est donc d'avoir 2000 patients qui sont suivis chaque année, 500 hospitalisations, et l'âge moyen des patients qui est 35 ans. Ça veut dire qu'on a passé le cap des jeunes 18-20 ans, on a maintenant des patients qui ont vieilli. Pour autant, et c'est ce que disait le professeur Crétol, les premières fois demeurent notre obsession. Les patients qui viennent pour la première fois à la HEGP, on les trace, on les voit,
on leur propose l'hospitalisation de jour de transition parce qu'on sait que c'est la phase critique où ils disent « Oh non, c'est pas sympa, c'est trop le grand, on n'a pas envie, etc. » Et cette première consultation, c'est un enjeu énorme pour la suite. Ce projet s'inscrivait à l'HEGP dans un projet qui associait d'autres malformations, en particulier les maladies inflammatoires du côlon et la drépanocytose. Et ça a été voulu comme quelque chose de qui est de l'ordre de l'affichage, sans le critiquer. Malgré tout, pour nous, pour la cardiologie congénitale, eh bien, il n'y a pas que Necker qui nous adresse les patients, et vous en avez déjà parlé. Il y a une plateforme qui est extrêmement bien faite à Robert Debré, qui est cette plateforme Advenir, qui fournit non seulement le bilan de sortie du patient de la pédiatrie, mais un compte-rendu synthétique donné aux patients, une journée de départ. Et ça, je pense que c'est énorme, parce que les patients viennent avec leur compte-rendu. Et ça, c'est vraiment très, très bien fait. Je pense qu'il y a encore un peu de travail à Necker pour aboutir à ça. Et ils font ce qu'ils appellent les VJPD, vos jeunes patients débarquent. Et ça veut dire qu'ils convoquent les équipes de pédiatrie pour leur dire voilà ce qui va se passer, voilà ce qu'a le patient et quelle issue il va y avoir avec lui. Alors, on est passé des biconsultations. J'avais une infirmière de coordination avec moi qui consultait, mais je ne suis pas toute seule. Et bien évidemment, maintenant, il y a à peu près 8 médecins qui consultent en cardiologie adulte. Et donc, ça ne suffisait pas. Puis, on s'est aperçu que c'était parcellaire, que des fois, l'infirmière, elle avait des gens, des fois, elle n'en avait pas. Pour autant, c'était très instructif. Et à chaque fois qu'on fait des biconsultations, on apprend énormément sur l'autre versant du patient, bien sûr. C'est aussi le cas en psychiatrie. Et on faisait ça, on faisait une consultation, biconsultation, et puis après on réorientait le patient. Et c'était bien, mais il n'y avait pas de perdu de vue, mais on n'arrivait pas à avoir beaucoup de malades. Et donc maintenant on fait l'HDJ de transition, ce que j'ai proposé à Sarah, où on va faire de l'éducation thérapeutique, comme Yves vous a décrit, sur les signes d'alerte qui nécessitent une consultation rapide, quand téléphoner, quand éviter la rupture de suivi, etc. Prévenir les comportements à risque. Vous savez que pour nous, les piercings et tatouages, c'est les portes d'entrée de l'endocardite, par exemple. Et avec un psychologue qui est dédié et qui adresse un psychiatre, en particulier avec Khadija qui est là quand on en a besoin. Ça mobilise, comme vous l'a dit, beaucoup de personnes et c'est une organisation dantesque parce qu'à la dernière minute, on a un ou deux malades qui disent « Ah non, je ne peux pas ». Voilà. Et on a mis en place beaucoup de gens pour peu de personnes. Mais entre-temps, on réorganise à chaque fois, c'est-à-dire on s'est focalisé sur le fait qu'en dehors de la cardiopathie elle-même, on va se focaliser sur l'éducation physique et que donc on va leur faire une épreuve d'effort et qu'on va recruter bientôt un APA pour leur donner des conseils vis-à-vis de leur activité physique. Et puis, on a développé d'autres outils, une salle dédiée qui s'appelle l'Oasis, c'est les infirmières qui ont choisi le nom, où les patients peuvent se retrouver entre eux. Et ça, c'est plutôt le transfert, c'est peut-être ce qui vous intéresse, donc comment on fait pour la suite. On favorise le fait que les patients aient un temps d'échange entre eux pour les malades hospitalisés, des ateliers avec des jeux comme vous l'a montré Yves. Et on essaye que ce ne soit pas trop long parce que sinon ils sont fatigués et ils se disent qu'ils n'ont pas trop envie de revenir. Et on a encore beaucoup de projets avec les pharmacologues, les diététiciens. Ça ferait trop une deuxième journée, mais en tout cas, vous voyez qu'on a beaucoup de projets. Je finirai pour vous dire qu'on investit aussi beaucoup sur la gestion des grossesses et leur anticipation. Il y a des recommandations qui viennent de sortir très récemment par les sociétés européennes de cardiologie. Et on parle beaucoup d'anticipation, vous voyez, de préconception et d'information sur cette grossesse, parce qu'on a un très petit nombre de patients qui sont des contre-indications formelles à la grossesse. Enfin, pour Sarah en particulier, on leur dit qu'on va avoir des valves, qu'il faut qu'il y ait tout un tas de préventions, en particulier de l'endocardite. On leur dit qu'ils vont être valvés avant l'âge de 40 ans et que ça va se faire. Et on les prévient que donc ce suivi est indispensable. Et puis, on développe maintenant, grâce aux pieds jaunes, on va développer bientôt des ateliers d'art-thérapie. Et tout ça, c'est des choses qui sont pour des patients externes. Donc, ce n'est pas seulement les malades hospitalisés, mais aussi vis-à-vis des patients suivis de façon habituelle. En conclusion, on a encore beaucoup de choses à faire. Il y a des recommandations pour nous en cardiologie très fermes sur l'organisation de cette transition. Nous, on est un peu après, mais j'essaye de faire avant. Et chacun doit faire comme les structures lui permettent également. Et il faut inclure les parents dans le système. Je vous remercie.